Nous voici en train de longer le côté tribord de l'arche, et voici le centre de la structure. Vous pouvez vous rendre compte de l'immensité de l'arche. On a longtemps cru que l'arche de Noé n'était qu'une légende, un récit ancien ancré dans la foi. Des scientifiques explorant une chambre scellée du mont Ararat affirment avoir enfin pénétré dans une structure correspondant à sa description. Ce qu'ils ont découvert dans ces pièces obscures et glacées n'étaient ni des restes d'animaux ni des poutres vides, mais quelque chose de bien plus étrange. De quoi s'agit-il qui bouleversera tout ce que nous pensions savoir à la découverte de l'arche? Pendant des générations, on a parlé d'un navire géant de l'Antiquité, mais la plupart pensaient qu'il ne s'agissait que d'une légende. Cependant, la situation a changé lorsqu'un groupe de scientifiques a décidé d'étudier une forme étrange dissimulée dans les montagnes de l'est de la Turquie. Ce lieu paisible, loin des grandes villes, se situait dans les terres arides et accidentées, près du mont Ararat. Vue du ciel, la région présentait une forme ovale, allongée, évoquant le contour d'un immense navire figé dans la terre. Les habitants des environs en parlaient depuis des années, mais ce n'est que récemment que des scientifiques ont décidé de l'étudier attentivement afin de déterminer si ce lieu pouvait receler un intérêt particulier. Cette formation géologique a été baptisée site de Derupinor. Elle s'étendait sur plus de 150 mètres. Certains disaient que cela correspondait à la longueur décrite dans les légendes anciennes. Personne ne pouvait affirmer avec certitude sa véritable nature, mais sa forme suscitait la curiosité. Au lieu d'ignorer les légendes ancestrales, une équipe de chercheurs a décidé d'utiliser de nouvelles machines pour explorer le sous-sol. Ils ont apporté du matériel et des caméras spéciales capables de voir à travers la terre et la roche. Au début des analyses, l'équipe pensait observer des couches rocheuses normales. La région était montagneuse, argileuse et parsemée de formes étranges, sculptées par la nature, mais les images qui s'affichaient sur leurs écrans les surprirent. Les signaux révélaient de longues lignes droites qui ne ressemblaient pas à de simples roches et à de la terre. Au cœur de ces formations se dessinaient des motifs trop nets et organisés pour être le fruit du hasard. Les formes évoquaient de longs couloirs traversant le centre comme si la Terre dissimulait la structure d'une construction humaine. Les images révélaient également des sections ressemblant à des niveaux superposés, rappelant aux chercheurs un bâtiment à plusieurs étages. Il leur paraissait étrange que de tels espaces puissent se former naturellement sous cette forme et à cet endroit. Ils ont également découvert ce qui semblait être des espaces intérieurs distincts, presque comme des pièces séparées par des lignes droites. Les images étaient floues et nécessitaient une étude plus approfondie, mais elles ont convaincu l'équipe qu'il s'agissait de bien plus que de simples roches. Leur intérêt s'est accru lorsqu'ils ont analysé le sol à l'intérieur de la formation. La terre prélevée à l'intérieur contenait davantage de matières organiques que la terre extérieure. Cela signifie que la terre intérieure renfermait plus de traces d'organismes autrefois vivants, comme du bois ou d'autres matériaux qui s'étaient lentement décomposés. Certains échantillons présentaient également des quantités différentes de certains minéraux comme le potassium, et la terre était plus acide que le terrain environnant. Même les plantes qui poussaient sur cette structure étaient légèrement différentes de celles qui l'entouraient. Cela laissait supposer que ce qui se trouvait sous le sol pouvait modifier le comportement du terrain, même après des milliers d'années. Les chercheurs ont également examiné des pierres voisines qui ressemblaient à d'énormes blocs percés de trous près de leur sommet. Ces pierres étaient éparpillées dans toute la région, et les habitants pensaient qu'elles étaient là depuis des siècles. Certains explorateurs d'autrefois ont émis l'hypothèse qu'elles avaient servi à amarrer un immense navire. Personne n'a pu le prouver, mais leur présence n'a fait qu'épaissir le mystère. Dans les environs, de nombreuses familles se transmettaient de génération en génération des récits sur cette étrange formation géologique et les objets qui l'entouraient. Ces histoires impossibles à vérifier
témoignaient néanmoins de la fascination qu'exerçait ce site sur les populations locales. Des années auparavant, des explorateurs ayant visité la région affirmaient y avoir découvert des fragments de bois transformés en pierre au fil du temps. Certains ont même affirmé avoir trouvé des traces de fer dans le sol, pouvant indiquer la présence d'anciens clous ou de fragments de métal. Ces affirmations ont suscité de nombreuses controverses et n'ont pas convaincu tous les experts, mais elles ont permis de comprendre pourquoi la région continuait d'attirer l'attention de nouvelles équipes de recherche. Le gouvernement turc a classé la zone comme site protégé il y a plusieurs décennies, la qualifiant de parc national lié à cette histoire antique. Cela n'a pas prouvé les affirmations, mais a démontré l'importance culturelle et historique du site. Les nouvelles analyses ont ravivé l'intérêt suscité par ce projet, car elles laissaient entrevoir la présence d'un élément inhabituel enfoui sous terre. Les chercheurs à la tête du projet étaient enthousiastes mais conscients des limites de leurs recherches. Ils expliquèrent que les images suggéraient une structure, mais que seuls des forages ultérieurs ou des analyses plus approfondies pourraient confirmer si la formation avait autrefois abrité une charpente en bois ou une construction humaine. De nombreuses personnes à travers le monde observaient attentivement, espérant que la montagne recèle un vestige d'un passé lointain. Contexte des recherches sur l'Arche de Noé. Bien avant l'invention des outils modernes explorateurs et voyageurs, racontaient des histoires de formes étranges et de vieilles poutres de bois découvertes près des sommets enneigés de Turquie et d'Arménie. Ces premiers témoignages provenaient souvent de bergers de montagne, de soldats ou d'aventuriers qui affirmaient avoir aperçu des objets insolites après des glissements de terrain ou la fonte des glaces. Aucun de ces récits ne put être prouvé, mais ils suscitèrent une curiosité qui incita d'autres à suivre leur exemple. Ces récits se sont transmis de génération en génération, alimentant le mystère, malgré l'absence de preuves tangibles. Au début du 20e siècle, les témoignages concernant la montagne nommée Ararat ont commencé à se répandre. Certains alpinistes affirmaient avoir aperçu une structure sombre enfouie sous la glace. D'autres ont décrit des grottes remplies de poutres en bois. Nombre de ces récits provenaient de pilotes ou de soldats ayant survolé la région pendant les conflits. Certains affirment avoir aperçu sous la glace une immense silhouette ressemblant à un navire, mais le mauvais temps, les guerres en cours et le manque de matériel les ont empêchés de revenir pour le prouver. Avec le temps, on s'est rendu compte que certaines de ces histoires étaient mêlées de malentendus d'illusions dues à la météo et à la lumière, ou tout simplement d'exagération. Pourtant, elles ont entretenu le mystère et attisé la curiosité. Plus tard, au milieu du 20e siècle, l'intérêt s'est ravivé. Durant la guerre froide, certains pensaient que des satellites espions avaient capturé des images d'une forme ressemblant à un bateau sur le mont Ararat. La montagne était escarpée, recouverte de glace et extrêmement difficile d'accès. Les tensions politiques rendaient également toute visite étrangère dangereuse. Ces images satellites suscitèrent notre enthousiasme, mais les scientifiques expliquèrent par la suite que la forme visible sur les clichés n'était probablement qu'une ombre, un rocher ou une crête de glace. Personne ne put s'approcher suffisamment pour mener une enquête approfondie et les spéculations s'estompèrent peu à peu. À la fin des années 1950, un capitaine turc du nom d'Ilhan Durupinar remarqua une forme ovale inhabituelle sur des photographies aériennes prises à des fins cartographiques. Cette forme ne se trouvait pas sur le sommet enneigé, mais sur un versant plus doux à plusieurs kilomètres au sud de la montagne principale. Son contour lisse et évoquant la forme d'un bateau reposait sur une crête formée par d'anciennes coulées de boue. Des chercheurs se sont rendus sur place dans les années 1960, mais ils ont conclu qu'il s'agissait simplement d'une formation rocheuse naturelle. Ils expliquèrent que la région s'était formée par des couches de lave, de boue et d'eau sur des milliers d'années. Les premières études révélèrent la forme intéressante,
mais non d'origine humaine. Après ses premiers tests, le site retrouva son calme. La plupart des gens l'ont oublié. Malgré tout, quelques explorateurs soupçonnaient encore que sa forme méritait une attention particulière. Parmi eux, Ron Wyatt, dont la passion pour cette histoire a fait du site l'un des lieux liés à l'Arche les plus discutés au monde. Il visita la formation à plusieurs reprises à la fin des années 1970 et dans les années 1980. Il y rassembla des objets qu'il pensait liés à un ancien navire en bois. Ces affirmations suscitèrent un intérêt international, mais ses détracteurs soutenaient que ces découvertes étaient soit des minéraux naturels, soit des phénomènes géologiques mal interprétés. Ces travaux ont contribué à remettre le site sur le devant de la scène, mais il est resté très controversé au sein de la communauté scientifique. Parallèlement, d'autres affirmations concernant l'existence de l'Arche ont commencé à émerger de différentes régions montagneuses. Certains groupes prétendaient avoir découvert des chambres en bois sur la calotte glaciaire du mont Ararat, mais l'examen des photos par les experts a révélé des signes de mise en scène ou d'erreurs d'identification concernant des grottes de glace naturelles. Les géologues ont rappelé au public que la glace et la roche peuvent former des structures ressemblant à des pièces ou à des poutres. Avec le temps, ces affirmations se sont effondrées faute de preuves en raison d'images incohérentes ou de tests peu fiables. Les archéologues ont insisté à maintes reprises sur le fait que la découverte de l'Arche nécessiterait des méthodes rigoureuses des échantillons physiques, des analyses validées par d'autres scientifiques et un raisonnement géologique clair et non de simples photos spectaculaires ou des annonces hâtives. Un autre lieu qui a retenu l'attention est le mont Khouti, mentionné dans certains écrits anciens. Quelques chercheurs ont avancé l'hypothèse que l'Arche aurait pu s'y accoster plutôt qu'à Ararat, s'appuyant sur des ruines et des traditions ancestrales de la région. Cependant, ces théories reposaient davantage sur des récits culturels que sur des preuves scientifiques. Faute de constatations matérielles, ces idées restaient des hypothèses, plutôt que des découvertes avérées. Pendant des décennies, le même schéma s'est répété. Quelqu'un a annoncé une découverte. Des photos ont été publiées. L'excitation était palpable mais passagère. Les chercheurs ont ensuite examiné les preuves et constaté des problèmes. Parfois, le lieu était trop difficile d'accès pour permettre une étude approfondie. D'autres fois, les indices étaient peu concluants ou se sont révélés être des malentendus. Cet homme s'appelait Ron. Ron Wyatt était un homme plein d'émerveillement et de passion. Il n'avait pas de formation d'archéologue et n'avait pas étudié les roches ni les sites antiques à l'école. Il travaillait comme infirmier dans un hôpital du Tennessee. Son travail consistait à endormir les patients avant une intervention chirurgicale. Mais sa vie a basculé lorsqu'il a vu une photo dans le magazine Life. La photo montrait une étrange formation en forme de bateau dans l'est de la Turquie. Cette forme lui resta en mémoire. Il pensait qu'il pouvait s'agir des vestiges de l'Arche de Noé. Dès lors, il consacra de nombreuses années de sa vie à visiter le site et à exposer sa théorie. Les premiers voyages de Wyatt à la formation de Durapanor commencèrent à la fin des années 1970. Il y retourna à maintes reprises, emmenant avec lui d'autres personnes qui partageaient ses idées. Des personnalités connues des communautés chrétiennes se sont jointes à lui. Au fil du temps, il affirma avoir découvert de nombreuses preuves. Il parla de poutres de bois transformées en pierres de fragments de métal qu'il identifia comme des pièces de vieux navires ou des clous d'excréments d'animaux devenus roches et même de cheveux. Il utilisait des détecteurs de métaux et affirmait parfois se servir d'outils radars pour cartographier ce qu'il pensait être un réseau de supports métalliques souterrains. Wyatt montrait également d'énormes pierres sculptées dans les environs. On les appelait souvent des pierres d'ancrage. Il était convaincu que ces pierres avaient jadis servi à retenir un immense navire. Au fil des ans, lui et ses partisans ont forgé une histoire convaincante. La taille de la formation rocheuse correspondait à la description biblique.
Les matériaux qu'il a trouvés semblaient correspondre aux techniques de construction des navires antiques. Les pierres environnantes paraissaient provenir d'un grand bateau. Les affirmations de Wyatt ont suscité de vives controverses parmi les experts. De nombreux scientifiques et archéologues ont contesté ces conclusions. Ils ont soutenu que le bois qu'il avait identifié était en réalité de la roche volcanique et que les métaux qu'il avait détectés n'étaient que des dépôts minéraux naturels se formant dans ce type d'endroit. Cette formation étrange n'était qu'une curiosité. Il ne s'agissait en aucun cas d'une épave. Les critiques ont également fait remarquer que les analyses chimiques évoquées par Wyatt pouvaient s'expliquer sans qu'il soit nécessaire de supposer la présence d'un navire à cet endroit. Par exemple, les taux de carbone dans ces échantillons, qu'il présentait comme la preuve de la présence de bois ancien, se situaient en réalité dans la norme pour les sols ordinaires, selon certains experts. D'autres scientifiques ont souligné que les fragments de métal qu'il avait trouvés pouvaient n'être que des morceaux de fer ou d'autres minéraux issus de processus géologiques normaux. Certains ont même émis des réserves quant à ces méthodes, arguant que Wyatt n'avait pas suivi la méthodologie archéologique rigoureuse et manquait de formation. Son approche paraissait trop informelle et précipitée comparée à celle des scientifiques qualifiés. La communauté scientifique se méfiait de ses conclusions. Malgré la controverse, les travaux de Wyatt ont profondément marqué les esprits. Son exploration passionnée et les récits qu'il a partagés ont contribué à susciter l'intérêt du public pour le site de Darupinar. Il a partagé ses découvertes dans des livres, des vidéos et des conférences données à des groupes religieux. Il a construit des maquettes de l'arche d'après ce qu'il avait vu. Convaincu de ses découvertes, il y a travaillé sans relâche jusqu'à sa mort en 1999. Il n'a jamais renoncé à sa mission. L'histoire ne s'arrête pas à Ron Wyatt. Son engagement passionné a inspiré d'autres personnes à poursuivre leurs recherches. Il devint une figure controversée, suscitant des opinions partagées. Certains le voyaient comme un explorateur courageux qui remettait en question la science traditionnelle pour découvrir la vérité biblique. D'autres le considéraient comme un homme dont l'enthousiasme lui faisait voir des choses qui n'existaient pas, que l'on partage ou non son avis. Wyatt a accompli quelque chose d'important. Il a transformé le site de Darupinar, jusque-là inconnu, en l'un des lieux les plus étudiés au monde, dans le domaine de la recherche sur l'Arche de Noé. Son héritage perdure à travers les nombreuses personnes qu'il a inspirées. Ils ont persévéré dans leurs recherches, leurs questions, et ont gardé l'espoir que les récits anciens recèlent une part de vérité insoupçonnée. Wyatt a démontré qu'une personne déterminée pouvait attirer l'attention du monde entier sur un lieu ignoré de tous. Son travail, qu'il soit juste ou non, a ouvert la voie à de futurs chercheurs qui ont pu utiliser des outils et des méthodes plus performants pour étudier ce même site. La conversation qu'il avait initiée au sujet de l'Arche de Noé se poursuivit bien après sa disparition. Andrew Jones continue les recherches. Un autre chercheur du même nom a repris le flambeau plusieurs années après Ron Wyatt. Depuis son plus jeune âge, Jones était fasciné par le mystère de l'Arche. Il raconta avoir commencé à s'intéresser à la formation de Darupinar lorsqu'il était encore au collège. Avec le temps, sa curiosité s'est muée en un véritable engagement. Il s'est installé en Turquie pour étudier le site plus en détail et y passer plus de temps. Ce n'était pas un simple passe-temps, c'était devenu la mission de sa vie. Andrew Jones dirige un groupe appelé Noah's Ark Scans. Avec son équipe, il a mené des fouilles modernes sur le site de Darupinar, cher à Wyatt. Mais Jones procède différemment de Wyatt. Au lieu de se contenter d'observer la surface ou d'utiliser des outils rudimentaires, l'équipe de Jones a recours à un radar à pénétration de sol. Cette technologie est très performante. Des spécialistes professionnels utilisent cet équipement radar. Le radar peut voir sous la surface et créer des images du sous-sol sans avoir à creuser. Cela permet d'explorer le site sans l'endommager. Lors du balayage de la formation géologique, l'équipe a fait une découverte surprenante. À l'intérieur du monticule entre 2,5 et 6 mètres sous terre environ, on distinguait des formes angulaires et des lignes parallèles. Il ne s'agissait pas de motifs aléatoires.
Pour Jones et son équipe, ils ressemblaient aux murs ou aux pièces d'une structure. La configuration suggérait la présence de couloirs ou de chambres à l'intérieur. Les formes avec leurs angles droits et leurs lignes parallèles évoquaient les murs ou les poutres de soutien de pièces. Jones a fait remarquer que ces formes correspondaient à ce qu'on pourrait imaginer si un navire avait possédé des ponts semblables aux étages d'un bâtiment. Ce qui rendait ce travail particulier, c'était que l'équipe radar était extérieure à la communauté des chasseurs de radars. Les opérateurs travaillaient pour une entreprise appelée Topa 3D, basée en Oregon. Ils ignoraient l'existence du site de Darupinar avant de commencer leurs travaux. Lorsqu'ils ont effectué les analyses, ils ont été surpris par leur découverte. Ces motifs souterrains ne ressemblaient ni à des débris géologiques typiques, ni à des formations rocheuses normales. Même ceux qui ignoraient tout de l'histoire d'ARC les ont trouvés étranges. L'équipe de Jones a également mené des études pédologiques et chimiques approfondies. Ils ont prélevé des échantillons de sol à l'intérieur de la formation et dans la zone immédiatement adjacente. Les rapports indiquent qu'à l'intérieur de la formation, la teneur en matière organique est plus élevée. La matière organique désigne les matières issues d'organismes vivants. Le sol intérieur présente également une teneur plus élevée en potassium, un minéral. Son pH, qui mesure son acidité, est aussi différent à l'intérieur qu'à l'extérieur. Certains scientifiques de l'équipe pensent que ces différences chimiques pourraient provenir de bois décomposé ou d'autres matières organiques. Ce serait le genre de matériaux que l'on pourrait trouver si un objet en bois avait été enfoui à cet endroit il y a des milliers d'années. Par ailleurs, Jones reste très prudent dans ses affirmations. Il affirme ouvertement que malgré ces découvertes intéressantes, ils n'ont pas encore trouvé de morceaux de bois anciens parfaitement conservés. Ce qu'ils appellent des traces s'apparente davantage à des indices chimiques ou à des signes de structure qu'à des fragments de bois ou des artefacts directement identifiables. Lui et ses collègues prennent soin de préciser qu'ils ne prétendent pas avoir découvert une arche complète et intacte. Ils évoquent la possibilité de présence d'architecture souterraine construite par l'homme en se basant sur des motifs et des indices, mais ils restent prudents et n'avancent pas de conclusions hâtives. Jones souligne également la nécessité de poursuivre les recherches. Son équipe et lui espèrent réaliser des forages carottés prochainement. Cela implique de prélever des échantillons tubulaires étroits en profondeur dans la formation afin d'analyser plus directement sa composition. Cependant, les chercheurs précisent qu'ils ne se lanceront pas dans des fouilles précipitées sans un plan solide pour protéger les vestiges fragiles. Ils souhaitent explorer le site avec précaution tout en préservant les ressources qui pourraient s'y trouver. Ils comprennent que toute dégradation du site pourrait entraîner la perte définitive de preuves importantes. Ces recherches modernes donnent un nouvel élan aux questions soulevées par Wyatt il y a des décennies lorsqu'il s'appuyait sur son intuition. Détecteurs de métaux et petits échantillons. Jones utilise des outils plus performants, des connaissances scientifiques plus approfondies et une vision à plus long terme. Il poursuit le rêve, mais avec plus de prudence, plus de vérification et une attention accrue portée à ce qui peut être réellement vérifié. Jones représente une nouvelle génération de chercheurs d'arcs électriques qui allient passion et patience, espoir et rigueur scientifique. Son impact se fait sentir tant chez les croyants que chez les sceptiques. La découverte de l'Arche de Noé a touché les gens de différentes manières, car elle a touché à la fois la foi, la science, l'histoire et la curiosité humaine. Pour de nombreux chrétiens, l'idée qu'une structure ressemblant à l'Arche de Noé puisse réellement reposer sous la terre était profondément émouvante. Ils y voyaient le rappel d'une histoire qu'ils portaient en eux depuis l'enfance. Bien que personne n'affirmât avoir trouvé de preuves absolues, la simple pensée qu'une telle chose puisse être réelle leur conférait une dimension magique. Ils étaient encouragés par l'idée qu'un récit souvent perçu comme une simple leçon ou un symbole puisse avoir des racines dans un événement réel du passé.
Pour ces croyants, cette découverte résonnait comme un message discret, leur rappelant que les histoires anciennes recèlent parfois des bribes de vérité sous le poids du temps. Ils avaient grandi en entendant l'histoire de Noé construisant un bateau géant pour sauver sa famille et ses animaux du déluge. Désormais, il était possible que ce ne soit pas qu'une simple légende. Cela leur donna de l'espoir et renforça leur conviction. Nombreux étaient ceux qui estimaient que science et foi se rencontraient enfin de manière significative. Ils appréciaient que les technologies modernes soient utilisées pour explorer un sujet abordé dans leurs textes sacrés. Les scientifiques, quant à eux, abordaient la situation d'une manière très différente. Leur attention se portait sur les échantillons de sol, les relevés radars, les formes inhabituelles du sous-sol et la possibilité que cette zone ait autrefois abrité des structures en bois, désormais recouvertes de terre durcie. Ils étaient fascinés, mais avec prudence. Ils souhaitaient des mesures, des tests précis et davantage de travaux de terrain avant de tirer des conclusions. Pour eux, cet engouement représentait l'occasion d'examiner une énigme géologique, d'étudier l'histoire de la région et d'observer une formation dont le comportement différait de celui des roches environnantes. Si certains scientifiques reconnaissaient que la forme souterraine ressemblait étrangement à la silhouette d'un ancien navire, d'autres affirmaient que la nature elle-même pouvait créer des formes trompeuses. Montagnes au vent et glace peuvent sculpter le paysage en des motifs insolites au fil des millénaires. Ce désaccord n'a cependant pas freiné la curiosité. Au contraire, il a incité les chercheurs à recueillir davantage de preuves, d'autant plus que la formation ne correspondait pas au modèle naturel typique de la région. Les scientifiques savaient qu'ils devaient faire preuve de prudence et ne pas se tirer de conclusions hâtives. Les chercheurs ont abordé cette découverte sous un angle différent. Ils se sont intéressés à sa signification culturelle, à la longue tradition des récits de déluge à travers le monde et à la manière dont cette découverte s'inscrivait dans l'histoire de l'archéologie et des religions. Nombre d'entre eux ont constaté que des civilisations de différentes parties du monde partageaient des récits d'un grand déluge. La Mésopotamie antique possédait des récits de déluge. Les Sumériens avaient des histoires similaires. Les premiers récits juifs incluaient celui de Noé. Cela laissait supposer qu'un événement important avait pu se produire dans l'Antiquité, dont de nombreuses cultures se souvenaient, et qu'elles avaient consigné par écrit. Certains historiens ont trouvé intéressant que la forme et l'emplacement correspondent à d'anciens récits mentionnant des montagnes près d'Ararat. D'autres ont souligné que des affirmations similaires avaient déjà été faites et que nombre d'entre elles avaient été par la suite réfutées. Ils ont donc suivi cette nouvelle découverte avec un mélange d'espoir et de prudence. Ils voulaient voir si elle résisterait à une analyse plus approfondie. Ils ont rappelé que les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Le monde entier a réagi avec un mélange d'enthousiasme et de débat. Des personnes qui ne s'étaient jamais intéressées à l'archéologie se sont soudain mises à regarder des vidéos, à lire des articles et à suivre de nouvelles expériences. Les enfants étaient fascinés à l'idée qu'une histoire plus ancienne que leurs arrière-arrière-grands-parents ait pu laisser une trace sur Terre. Les adultes se sont surpris à imaginer comment les gens, il y a des milliers d'années, construisaient, voyageaient et survivaient aux périodes difficiles. Même ceux qui ne croyaient pas du tout à cette histoire ont admis que la structure avait une forme étrange et soulevait des questions intéressantes. Mais bien sûr, une telle découverte ne manque jamais de susciter la controverse. Certains sceptiques affirmaient que cette forme n'était qu'une formation rocheuse, modelée par des siècles de mouvements de terrain. D'autres soulignaient que si un immense navire en bois avait réellement existé à cet endroit, il serait quasiment impossible que sa silhouette entière ait pu se conserver pendant des milliers d'années. Le bois se décompose, le métal rouille, et le temps finit par détruire la plupart des choses. Certains ont avancé que les précédentes affirmations concernant l'arche s'étaient révélées être des erreurs ou des canulars,
et que celle-ci méritait donc un examen très approfondi avant d'être prise en compte. Des débats ont porté sur l'âge des échantillons de sol, la précision des relevés radars et la possibilité que d'anciennes coulées de lave puissent former des figures d'apparence artificielle. D'aucuns ont exprimé leur crainte de voir ce que les gens veulent voir plutôt que la réalité. Ils ont averti que l'enthousiasme peut parfois obscurcir le raisonnement et amener les gens à interpréter des preuves peu claires de manière à conforter leurs croyances. Importance et perspective d'avenir. Par ailleurs, les partisans de la découverte ont répondu patiemment aux critiques. Ils ont montré les relevés radars révélant des lignes droites et des compartiments souterrains. Ils ont mentionné les traces métalliques trouvées dans le sol qui ne correspondaient pas à l'environnement naturel. Ils ont souligné que les dimensions du site étaient proches des descriptions traditionnelles tirées de textes anciens. Ils n'ont pas prétendu avoir apporté de preuves définitives, mais ont insisté sur le fait que cette formation méritait une étude approfondie, car les indices étaient trop inhabituels pour être ignorés. Ils estimaient que la controverse elle-même était salutaire, car le progrès scientifique naît souvent des désaccords qui incitent à une investigation plus rigoureuse. À bien des égards, cette découverte a jeté un pont entre croyance et recherche. Des personnes qui, d'ordinaire, ne s'accordent jamais sur rien, se sont soudain retrouvées à discuter ensemble de mesures d'écrits anciens de géologie et de civilisation primitive. Même leurs désaccords ont suscité un émerveillement partagé, car ils ont démontré que l'humanité se souciait encore profondément de comprendre ses origines et les récits qui ont façonné ses ancêtres. Cela a rappelé au monde que des mystères demeurent enfouis dans les montagnes, les déserts, les forêts et les strates de la Terre attendant d'être percés. La signification de cette découverte continue de se dévoiler, car les travaux se poursuivent. De nouvelles études sont menées, de nouveaux tests sont en préparation, et l'attention scientifique est plus soutenue que jamais. Les scientifiques prévoient de forer plus profondément afin de prélever des échantillons en profondeur. Ils souhaitent analyser ces échantillons en laboratoire à l'aide des équipements les plus performants. Ils espèrent y trouver des traces de matières organiques anciennes qui pourront être datées avec précision. Ils veulent comprendre la composition chimique de tous les éléments découverts sur le site. Ce qui rend ce moment unique, ce n'est pas seulement la forme du site dans le sol ou son emplacement qui correspond à une histoire ancienne. C'est la combinaison de nouvelles technologies, d'un travail de terrain patient de tests répétés et de la volonté des experts d'examiner chaque détail sans tirer de conclusions hâtives. Auparavant, les chercheurs d'Arche avançaient souvent des affirmations péremptoires fondées sur des preuves limitées. Cette nouvelle génération de chercheurs avance avec plus de lenteur et de prudence. Ils publient leurs résultats et invitent d'autres scientifiques à examiner leurs travaux. Ils admettent leurs lacunes. Que cette structure soit véritablement les vestiges de l'Arche de Noé ou une formation naturelle très inhabituelle, elle a déjà bouleversé notre façon d'explorer l'histoire. Elle a incité les scientifiques à perfectionner leurs outils de numérisation et à développer de meilleures méthodes d'exploration du sous-sol sans creuser. Cette découverte a incité les archéologues à étudier des régions longtemps négligées, car jugées trop reculées ou improbables. Elle a également incité les chercheurs à revisiter les récits anciens avec une curiosité renouvelée et à s'interroger sur leur signification. Enfin, elle a démontré que les technologies modernes peuvent contribuer à répondre à des questions très anciennes. Le géoradar, l'analyse chimique des sols et la cartographie numérique sont des outils qui n'existaient pas lorsque les premiers explorateurs ont cherché l'Arche. Ces outils permettent aux chercheurs de recueillir des informations auparavant inaccessibles et de créer des images détaillées du sous-sol. Ils peuvent mesurer les différences chimiques avec une grande précision. Ils peuvent comparer les données provenant de différentes parties du site et rechercher des tendances. En fin de compte, la conclusion la plus honnête est que la découverte est fascinante, mais pas encore totalement prouvée. Certains détails correspondent aux attentes, tandis que d'autres nécessitent un examen plus approfondi.
On ressent de l'enthousiasme, mais aussi de la prudence. On perçoit de l'espoir, mais aussi de la patience. La vérité se dévoile peu à peu, strate après strate, analyse après analyse. Et c'est précisément ce qui confère à cette histoire toute sa force. Elle rappelle au monde que l'histoire n'est pas figée, que la Terre recèle encore des secrets, et que parfois une simple forme enfouie sous terre peut rassembler les gens autour de l'émerveillement de la réflexion et d'un désir renouvelé de comprendre le passé. Le site de Derupinard pourrait abriter les vestiges d'un ancien navire, ou bien il pourrait s'agir d'une formation géologique remarquable qui y ressemble fortuitement. Quoi qu'il en soit, ce projet a accompli quelque chose d'important. Il a suscité des échanges entre scientifiques et croyants, entre sceptiques et rêveurs, entre passé et présent. Il a démontré que les récits anciens ont encore de l'importance aujourd'hui et que la quête de la vérité peut unir des personnes d'origine et de croyances différentes. Alors que les recherches se poursuivent, le monde entier retient son souffle, espérant que chaque nouveau test apportera des réponses aux questions qui intriguent l'humanité depuis des millénaires. La quête de la vérité continue, et cette quête fait désormais partie intégrante de l'histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran.